Bonjour. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet qui passionne pas mal, je crois, les supporters des Lions de la Teranga, qui jouent sur les ailes en équipe nationale du Sénégal. Ah oui, la question des ailiers, c'est toujours un débat. Exactement. Qui sont les hommes forts du moment qui poussent derrière pour bousculer un peu la hiérarchie? On va essayer de décortiquer ça en se basant sur ce qu'on a vu récemment, les performances des joueurs et tout ça. Bonne idée. Parce que l'enjeu est taille, hein. Ces postes d'ailier, c'est vital pour la percussion, pour l'animation offensive. Forcément, les noms d'Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, y reviennent beaucoup. Oui, et on n'oublie pas Sadio Mané, évidemment. Bien sûr, l'incontournable Sadio Mané. Après, c'est Pape Thiaw, le sélectionneur, qui a le dernier mot. L'idée ici, c'est de voir un peu quelle hiérarchie se dessine et quelles sont les dynamiques selon les infos qu'on a. Bon, allons-y, décortiquons ça ensemble. C'est parti. Alors, si on regarde les derniers matchs, les analyses, on a quand même l'impression qu'il y a un duo qui se détache assez nettement sur les côtés, non? Oui, c'est ça. Les sources, en tout cas, pointent pas mal vers Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye. Ils semblent être, les choix naturels du moment. Leur niveau de jeu actuel, ça parle pour eux, en fait. Exactement. Et ce statut de titulaire présumé, ça ne sort pas de nulle part. Ça repose sur des choses assez tangibles qu'on observe match après match. Et qu'est-ce qui frappe le plus chez eux, justement? Ce qui est intéressant avec Sarr et Ndiaye, c'est qu'ils arrivent à combiner deux trucs essentiels. La régularité, ils sont performants souvent, et puis une vraie influence sur le jeu. D'accord. Ils ont un niveau de constance, un impact qui, d'après ce qu'on lit et ce qu'on voit, les place un peu au-dessus des autres options sur les ailes en ce moment. Cette idée d'impact et de régularité, c'est intéressant. Pour ceux qui nous écoutent et qui suivent peut-être d'un peu moins près, pourquoi c'est si crucial ces deux qualités-là spécifiquement pour un ailier aujourd'hui? On pense souvent juste « Ah, il va vite » ou « Il dribble bien ». Mais c'est bien plus que ça. La régularité, pour un ailier, c'est pouvoir répéter les efforts, souvent à très haute intensité, pendant tout un match, et puis match après match. Ok. C'est pas juste faire un exploit une fois de temps en temps. C'est être capable de faire des différences constamment, que ce soit par un dribble qui passe, un bon centre, une récupération haute, une frappe. L'impact, c'est la traduction de tout ça, en action décisive. Concrètement. Voilà. Est-ce qu'il crée des occasions franches? Est-ce qu'il déséquilibre la défense adverse? Est-ce qu'il marque ou fait marquer? Aujourd'hui, les défenses, elles sont hyper organisées, tu vois. Donc avoir des ailiers qui ont cet impact, et de manière régulière, c'est une arme énorme. Et ça, Ndiaye, d'après les observations, il coche ces cases de façon plus nette que d'autres en ce moment. On parle de stats, oui, mais aussi de ce qu'ils apportent dans le jeu. Dribble réussi dans le dernier tiers, passe clé, but, passe D. D'accord, je vois. C'est mesurable, quoi. Ce n'est pas juste une impression. Mais est-ce qu'on sait si l'un est clairement devant l'autre ou est-ce qu'on les voit plutôt comme complémentaires, chacun avec ses points forts? C'est une bonne question, ça. Les sources, elles ne font pas vraiment un classement, genre numéro 1, numéro 2. Elles disent plutôt que les deux jouent à un niveau qui justifie d'être titulaire. Ok. Après, oui, on peut voir des complémentarités. Sarr, on l'associe souvent à la puissance, la vitesse pure, il prend la profondeur, tu vois. Oui. Ndiaye, lui, il est peut-être plus dans la finesse, le jeu dans les petits espaces, il combine bien avec les milieux ou l'attaquant. Avoir ces deux profils, capables d'animer chacun un côté avec des qualités un peu différentes, mais un impact similaire, pour un sélectionneur, c'est un sacré atout. Oui, ça offre des options tactiques. Exactement. Très clair. Bon, donc Sarr et Ndiaye semblent bien partis si on se base sur les performances récentes. Mais alors, ça nous amène forcément à parler de Sadio Mané. Légende absolue du foot sénégalais, CV incroyable. Ah, Mané. Sa situation, si on suit la logique de la forme actuelle sur l'aile, elle semble un peu plus complexe. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. Il y a cette idée qui circule et qui est appuyée par certaines analyses qu'on pourrait le voir dans un rôle différent. Absolument. Le cas Mané, il est fascinant, parce que ça touche à la fois à l'évolution d'un joueur exceptionnel et puis aux besoins de l'équipe, tactiquement parlant. L'hypothèse d'un repositionnement plus dans l'axe, comme meneur de jeu ou en soutien de l'attaquant, c'est pas juste une idée en l'air, ça découle vraiment de l'observation de comment son jeu a changé ces derniers temps. Et qu'est-ce qui, concrètement, dans son jeu, nourrit cette idée? Parce qu'on l'a connu comme un ailier hyper explosif, qui mangeait les espaces. C'est vrai, mais avec le temps, l'expérience, beaucoup de joueurs qui ont commencé sur l'aile avec beaucoup de vitesse, de percussion, ils développent d'autres choses. Oui. Pour Mané, ce que les observateurs notent, c'est une intelligence de jeu qui est de plus en plus flagrante. Une meilleure lecture des situations,
Une qualité de passe qui s'est vraiment affinée, surtout dans les zones où il y a beaucoup de monde. D'accord. On le voit peut-être moins faire des rushs de 50 mètres tout seul, mais plus chercher à combiner, à trouver la bonne passe, à orienter le jeu. Alors dans un rôle de numéro 10 ou de 9,5, sa vision, sa capacité à faire le lien entre le milieu et l'attaque et son expérience énorme, ça pourrait être utilisé différemment. Très différemment. Et c'est pas juste une question d'âge ou d'une éventuelle baisse de vitesse. Si tu regardes les tendances tactiques actuelles, beaucoup d'équipes aiment avoir de la vitesse pure sur les ailes et utiliser des joueurs plus expérimentés, avec une grosse vision, dans l'axe pour débloquer les défenses regroupées par la passe. Oui, c'est vrai. C'est peut-être un domaine où le Sénégal a parfois eu du mal, dans les matchs très fermés. Mettre Mané là, ça pourrait être une solution. C'est une perspective, ouais, intéressante. Mais le mettre au centre, Mamé, est-ce que ça ne priverait pas l'équipe de sa capacité à marquer en partant de l'aile? C'était quand même un de ses gros points forts historiques. C'est ça la question. Est-ce que le gain potentiel dans l'organisation du jeu, ça compense cette perte possible de danger direct sur le but depuis le côté? Qu'est-ce qu'en disent les analystes là-dessus? C'est tout le nœud du problème pour Pape Thiaw, et les sources, elles ne tranchent pas net, elles posent plutôt la question. C'est un arbitrage hyper délicat. J'imagine. D'un côté, oui, tu perds peut-être le Mané allié, celui qui rentre sur son pied droit et qui enroule sa frappe, mais de l'autre, tu pourrais gagner un Mané organisateur, capable de lancer les autres attaquants, y compris les ailiers, justement, Sarr Ndiaye, en leur donnant de meilleurs ballons. L'idée, ce serait peut-être de maximiser son influence globale sur l'animation offensive, même si ça change la nature de ce qu'il apporte. Et puis, il ne faut pas oublier que Mané, même dans l'axe, il garde sa capacité à se projeter, à finir les actions. Son rôle changerait, mais pas forcément son importance face au but. C'est une option stratégique complexe, quoi. Ça dépendra aussi des autres joueurs, de l'équilibre général que le coach cherche. D'accord, une décision qui aura de grosses conséquences tactiques, donc. Bon, si on accepte ce schéma, Sarr Ndiaye favori sur les ailes, Mané comme option sérieuse au centre, qu'est-ce qu'il en est des autres joueurs qui peuvent jouer ailier? Je pense notamment à Assane Diao, un jeune qui avait suscité pas mal d'attentes. Ah oui, Diao. Sa situation perso semble moins rose en ce moment, si on en croit les échos. On dit qu'il revient de blessure et que sa forme avec son club, Como, elle est assez moyenne. C'est pas le meilleur timing pour lui, clairement. Non, c'est sûr. Et ça, c'est un truc que les sélectionneurs regardent de très très près. Une blessure, ça te coupe dans ton élan. Il faut du temps pour revenir physiquement, la réathlétisation, comme on dit, mais aussi pour retrouver la confiance, les automatismes. Bien sûr. Et puis, la forme en club, c'est l'indicateur numéro 1. Pour Diao, traverser une période moyenne, comme disent les sources, ça veut sans doute dire qu'il ne montre pas encore tout ce qu'on attend de lui. Peut-être moins de tranchant, moins de réussite dans ses dribbles, moins d'influence sur le jeu de Como. Et pour un jeune comme lui, qui doit encore s'affirmer au niveau international, j'imagine que ce genre de passage à vide, c'est particulièrement scruté, non? Ça peut freiner une bonne dynamique. Tout à fait. La concurrence, elle est féroce en sélection, surtout au poste offensif, où le Sénégal a toujours eu beaucoup de talent. Quand un joueur, surtout un jeune, qui n'est pas encore un taulier indiscutable, passe par une période de méforme ou revient de blessure, il sait qu'il doit vite retrouver son meilleur niveau, sinon... Sinon, il se fait doubler. Voilà. Pour Diao, le défi est clair. Il faut qu'il enchaîne les bons matchs avec Como, qu'il montre qu'il est de retour et qu'il peut apporter ce plus qu'on attend. Sans ça, c'est logique qu'il recule un peu dans la hiérarchie du sélectionneur, même si son potentiel, personne ne le nie. Le message est clair pour lui. Et puis, il y a un autre nom qui est cité, Cheikh Tidiane Sabaly. Son cas est un peu différent. Il n'est pas présenté comme un titulaire en puissance, lui. Plutôt comme quelqu'un qui est souvent utilisé en sortie de banc. Un remplaçant, quoi. Oui. Mais, et c'est là que c'est intéressant, les sources soulignent qu'il continue de montrer des choses intéressantes et même qu'il mérite sans doute plus de considération dans la hiérarchie actuelle. Ça sonne comme un joueur qui marque des points, même avec peu de temps de jeu. Exactement. C'est le profil typique de ce qu'on appelle l'impact player. Le joueur qui rentre et qui peut changer un match, qui apporte autre chose, de la fraîcheur, de la vitesse, une qualité particulière. Le fait qu'on dise que Sabaly montre des choses intéressantes de manière répétée, même avec peu de temps pour s'exprimer, c'est très parlant. Ça peut être un dribble qui débloque tout, une passe D inattendue, un but important. Les sources ne détaillent peut-être pas tout, mais l'impression générale, c'est celle d'un joueur qui rentabilise son temps de jeu. Et la mention qu'il mérite plus de considération, c'est révélateur. Ça suggère qu'il ne se contente pas d'être un joker, mais qu'il bouscule un peu l'ordre établi. Il met la pression sur ceux qui sont devant. C'est ça. D'ailleurs, ça pose une question importante pour le staff sport.
Comment tu évalues la contribution d'un joueur qui brille en sortie de banc par rapport à un titulaire peut-être un peu moins spectaculaire mais plus régulier sur 90 minutes? Un gars comme Sabaly, il montre pas seulement des qualités techniques ou physiques, mais aussi une force mentale, une capacité à être décisif vite fait. C'est ça qui le rend précieux, et qui fait qu'on s'interroge sur sa vraie place dans la hiérarchie. Est-ce que ça veut dire qu'il pourrait viser une place de titulaire bientôt, ou est-ce que sa valeur, justement, elle est vue comme optimale dans ce rôle de dynamiteur en cours de match? Les sources donnent une indication là-dessus? Elles ne disent pas qu'il doit être titulaire, mais qu'il mérite plus de considération. C'est une nuance. Ça peut vouloir dire lui donner plus de temps de jeu, même comme remplaçant, ou le tester d'entrée sur certains matchs, ou alors ça veut dire que même s'il reste un super remplaçant, son importance dans le groupe est reconnue, valorisée. D'accord. Ce qui est sûr, c'est que son cas montre bien qu'il faut de la profondeur de banc et une concurrence saine. Sa progression, ses perfs, ça pousse tout le monde vers le haut. Et comme on disait, en sélection, rien n'est jamais gravé dans le marbre, surtout quand des joueurs comme Sabaly montrent de telles choses. Une dynamique très saine pour le groupe, effectivement. Alors, si on essaye de rassembler un peu toutes ces pièces, qu'est-ce que tout ça signifie pour la sélection, pour les choix que Pape Thiaw va devoir faire? On voit se dessiner une sorte de photo du moment, quoi. C'est ça. Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye semblent tenir la corde sur les ailes grâce à leur forme, leur impact. Sadio Mané, lui, est au cœur d'une réflexion stratégique importante sur un possible rôle dans l'axe. Derrière, Hassan Diao doit prouver qu'il est revenu à son meilleur niveau après sa blessure et sa période moyenne. Et puis il y a Cheikh Tidiane Sabaly, l'option qui vient du banc mais qui frappe fort à la porte et demande qu'on le regarde de plus près. C'est Pape Thiaw qui doit naviguer là-dedans. Et c'est là toute la beauté, mais aussi toute la complexité du boulot de sélectionneur. C'est pas juste additionner des talents sur une feuille de match. Pape Thiaw, il doit jongler avec plein de paramètres qui vont bien au-delà de la forme du moment. Comme quoi, par exemple? Il y a l'expérience internationale des joueurs, le potentiel de développement, surtout pour les jeunes comme Diao. Il y a la complémentarité des profils. Est-ce que Sarr et Ndiaye, ça matche bien ensemble? Est-ce que Sabaly apporte un truc que les autres n'ont pas? Et surtout, comment tous ces joueurs s'intègrent dans le projet de jeu global, le système tactique que Pape Thiaw veut mettre en place. Faire le choix entre un jeune qui cartonne mais qui découvre le niveau international et un cadre historique peut-être un peu moins flamboyant ces dernières semaines, mais dont le leadership, l'expérience sont irremplaçables. C'est Cornel. Voilà. Ou décider si repositionner une icône comme Mané, c'est la meilleure chose pour l'équipe, même si ça bouscule les habitudes. Ce sont des décisions hyper difficiles. Ça repose sur l'analyse de données objectives, les stats, la forme physique, mais aussi sur beaucoup de feeling, de projection, de gestion humaine. La manière dont Pape Thiaw va gérer cette concurrence, ces différents cas, et articuler ses talents ensemble, c'est sans doute une des clés de la réussite future des Lions. Absolument, un vrai casse-tête de luxe, on pourrait dire. Pour résumer notre exploration d'aujourd'hui, la situation des ailiers chez les Lions de la Teranga est donc particulièrement dynamique. Des choix forts semblent se dégager avec Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye qui sont performants. Oui. Une réflexion tactique profonde est en cours pour Sadio Mané et ça pourrait changer pas mal de choses dans l'animation offensive. Et la concurrence est bien là avec des joueurs comme Cheikh Tidiane Sabaly qui montrent qu'ils ont leur mot à dire et qui poussent les titulaires à rester au top. Pape Thiaw a des options, des profils variés, mais aussi des décisions cruciales à prendre pour façonner l'attaque sénégalaise. Et pour aller un peu plus loin, une question qui découle de tout ça, c'est, au-delà de savoir qui sera titulaire ou si Mané jouera au centre, comment Pape Thiaw compte articuler tactiquement toute cette richesse? Quel schéma, quelle animation offensive précise va permettre d'exploiter au mieux la vitesse de Sarr, la technique de Ndiaye, la vision de Mané au centre et l'impact d'un Sabaly qui sort du banc? Bonne question. Est-ce qu'on va avoir un système plus flexible, capable de changer en cours de match grâce à ces diversités en BI? Trouver la bonne formule pour que tous ces talents s'expriment ensemble, collectivement, et pas juste individuellement. C'est peut-être ça le vrai défi tactique pour le Sénégal dans les prochaines échéances. Une réflexion passionnante à suivre en tout cas.